Bonjour. Ok, Michael, super, on te voit, on t'entend et je crois que je ne dis pas de bêtises si je dis que nous sommes en direct. Je vois le logo direct. Est-ce que dans le chat, des personnes veulent bien se manifester, me confirmer? Oui, je vois un premier bonjour. Bon, mais ça fonctionne, tout fonctionne, super. On a une petite frayeur au démarrage, tout va bien. Ravi de tous vous retrouver sur ce webinaire Instant RH. Alors, le webinaire Instant RH, qu'est-ce que c'est? C'est un webinaire que nous organisons à minima une fois par mois avec mon partenaire Culture RH et c'est l'occasion d'échanger avec des professionnels des ressources humaines à chaque fois sur une thématique différente. Donc super contente de voir qu'il y a du monde dans le chat, c'est bon, tout fonctionne. La thématique du jour, vous l'avez vu forcément en vous inscrivant, on va parler de l'onboarding, du process d'intégration dans l'entreprise. Et l'objectif, c'est notamment d'échanger et de comprendre comment en fait l'onboarding peut être une sorte de pont entre la phase recrutement et cette espèce d'opération séduction qui n'est du coup pas totalement terminée à l'étape onboarding et comment ça devient un enjeu de fidélisation dès cette étape. Donc c'est ce qu'on va mettre en lumière aujourd'hui. Et puis à travers ce webinaire, on va notamment notre invité Mickaël va notamment mettre en évidence comment est-ce qu'on peut proposer un process d'onboarding au carré et même à distance, parce que même à distance, c'est important. Comment optimiser l'ensemble des étapes du pré-onboarding, du pré-boarding jusqu'à l'offboarding, et puis comment le digital peut prendre sa place dans toute cette phase. Donc, Mickaël, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour aborder ce sujet. Et écoute, la scène est à toi. Je t'invite à nous résumer un petit peu qui tu es, pour qui tu travailles, qui est Fédéris. Dis-nous un petit peu plus déjà sur toi avant qu'on lance vraiment le sujet. Eh bien, merci Anaïs, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Mickaël Van de Piet, je suis psychologue de formation, psychologue du travail, et ça fait une quinzaine d'années que je travaille donc chez Fédéris, qui est une solution de ce qu'on appelle gestion des talents. Donc le SIRH, donc en RH, vous avez la paye, les temps et les talents. Donc c'est tout ce qui va être le recrutement, la formation, les entretiens annuels, la GPEC, et donc forcément le onboarding aussi dans l'intégration de cette partie recrutement. Mais Donc je vous génial. propose. C'était concis et clair, je pense. Je m'attendais pas à ce que ce soit si concis. Et du coup, Mickaël, toi, quelle est ta place Chez dans tout ça? Fédéris. Oui. Alors, j'ai une casquette d'expert métier qui a plusieurs rôles. Le premier, c'est de faire en sorte que l'outil qu'on commercialise soit toujours en adéquation avec à la fois les besoins légaux. On sait qu'en RH en France, on a beaucoup de contraintes légales, donc répondre à ces obligations-là. Et puis qu'on soit aussi dans les attentes clients, les évolutions de nos clients et puis les demandes de nos futurs clients. Donc toujours être un petit peu à la pointe des exigences RH pour apporter justement à nos clients un outil, mais aussi du conseil sur les fonctionnalités, les besoins qu'ils vont avoir demain ou après-demain, qu'ils voudront mettre en place demain après-demain. Et typiquement, le onboarding fait partie de ces sujets-là. On va le voir en détail, mais il y a encore quelques années, finalement, le onboarding, on n'y pensait pas trop. Là, aujourd'hui, c'est un vrai sujet que tous les RH prennent à bras le corps et on va pouvoir parler de ça ce matin en détail. Super, merci Mickaël. Et alors du coup, justement pour lancer et pour rentrer dans le vif du sujet, euh, quel est finalement cet enjeu si important vis-à-vis de ce process d'intégration? Ça fait des années qu'on se dit qu'on est dans une guerre des talents. Là, on commence vraiment à le ressentir. On travaille avec tous les secteurs d'activité, le public, le privé, l'industrie, la grosse, le multinationale, la petite PME. Et toutes nous disent, on a vraiment du mal à recruter. C'est vraiment quelque chose de très compliqué pour nous. Donc, il y a des gens qui cherchent du travail, il y a des entreprises qui recrutent, mais elles ont parfois du mal un petit peu à se croiser, à se retrouver. Et parfois, quand ça marche souvent d'ailleurs, quand on recrute quelqu'un, on se rend compte que la phase d'intégration, onboarding a de plus en plus d'importance. On va le voir encore dans le détail avec les jeunes générations, les nouvelles générations. Elles n'attendent pas forcément la même chose qu'avant. Et on se rend compte que de plus en plus, un onboarding raté, une intégration ratée, c'est vraiment une grosse perte d'argent, une perte de temps pour tout le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut de plus en plus travailler. Et c'est pour ça que toutes les entreprises aujourd'hui, tous les services RH aujourd'hui prennent ça à bras le corps.
Ok, bon, ça donne un peu le ton. Super, on va pouvoir rentrer dans ce sujet qui s'annonce passionnant. Alors, pour cadrer un petit peu le webinaire d'aujourd'hui, pour rappeler un petit peu les règles pour ceux pour qui c'est la première fois hein, dans le chat, comme à chaque fois, moi je vous invite à réagir, à rebondir. N'hésitez pas, voilà, sentez-vous à l'aise pour mettre vos petits messages dans le chat. On répondra au fil de l'eau aux questions quand elles se prêteront au sujet qui sera abordé à l'instant T. Si des questions restent en suspens, eh ben, rassurez-vous, on garde toujours un petit temps à la fin du webinaire pour revenir sur vos questions et pouvoir apporter les réponses dont vous auriez besoin. Du coup, Mickaël, je te laisse enchaîner. Dis-nous par quoi, quel sujet tu voulais aborder en premier et qui te semble pertinent à aborder. Très bien. Alors du coup, sur l'agenda, on va parler, on va faire une petite introduction, on va parler des 3 objectifs principaux de l'intégration. On va passer le plus de temps sur les différentes étapes de l'intégration. On va parler très très peu de Fédéris, je vous en parlerai une toute petite minute à la fin, mais voilà, pas beaucoup. On va parler un peu de ce qu'il faut retenir et puis de comment rester en contact éventuellement si vous avez trouvé intéressant ce webinaire. Si on commence, on pourrait commencer par un petit exercice. Alors, on est un lundi matin, alors pluvieux pour certains, on est un peu partout en France et en Europe, mais je vous invite à lâcher votre souris, à fermer les yeux et à essayer de vous rappeler, alors ce sera plus facile pour certains que pour d'autres, mais comment s'est passée votre première journée dans l'entreprise où vous travaillez aujourd'hui. Moi, si je ferme un petit peu les yeux et que je repense à ma première journée, c'est avant tout des personnes, un lieu, une ambiance auquel je vais penser. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de me retrouver dans un endroit où je me suis senti assez vite bien, assez vite en confiance. Les gens avec qui j'ai commencé à travailler m'ont mis tout de suite à l'aise. Et puis, on a pu travailler rapidement et ça s'est très bien passé. Et ça fait 15 ans que je suis chez Fédéris. Donc, je ne sais pas si c'est si c'est une vraie relation de cause à effet, mais en général, une intégration, ça commence par ça, par ce sentiment, par cette relation humaine, par les personnes que vous allez rencontrer. Et ça a vraiment beaucoup d'importance, parce que l'être humain est fait comme ça. Pour nous, c'est important de rencontrer les gens, d'être bien avec eux, d'être bien avec ceux avec qui on va travailler. Et si je peux me permettre, Mickaël, je suis quasiment sûre que dans le chat, il n'y a pas forcément d'aussi bonnes expériences ou d'aussi bons souvenirs liés à l'onboarding. Moi, si je fais l'exercice très vite, j'ai pas forcément des bons souvenirs qui me viennent en tête. Mais c'est assez révélateur et puis c'est assez intéressant parce que c'est de ces mauvaises expériences qu'on peut justement estimer ce qui aurait pu être fait et comment ça aurait pu être amélioré. Clairement, et on va le voir, c'est important de construire son onboarding de façon un petit peu longue. Tu parlais de 3 étapes en introduction, on va y revenir sur ces 3 étapes. Le onboarding, ce n'est pas juste le moment de l'arrivée, il y a beaucoup de choses qui se créent autour. Et du coup, tirer les leçons aussi de onboarding qui ne sont pas bien passées, c'est vraiment très important. Donc, on va y revenir en détail. Et en effet, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi pour qui le onboarding ne s'est pas bien passé. Les générations évoluent aussi un petit peu par rapport à ça. On va y revenir un petit peu en détail. Mais ma génération, même si le onboarding ne se passait pas très bien, en général, on serrait les dents et puis on y restait. Et puis voilà. C'est vrai, c'est vrai. On avait la boule au ventre, mais on y allait quand même. On était déjà content d'avoir un taf. Donc, voilà, c'était pas grave, on y allait. Et les nouvelles générations, on a quelques stats. La plupart, si ça leur plaît pas, dans les 15 jours, ils s'en vont. Donc, oui, j'ai vu ça. J'en ai vu une il n'y a pas longtemps. Alors, elle date un peu, elle est de 2019, mais c'est 35% des personnes recrutées ne se présenteraient pas le premier jour en l'absence totale de communication entre la promesse d'embauche et l'intégration. Donc là, ça met en lumière un autre point, c'est le lien à entretenir avant donc la partie pré-boarding finalement. Mais clairement, et j'avais lu une étude aussi pré-Covid, mais ça a été souvent renforcé justement par ce qui s'est passé pendant le Covid. Il y a beaucoup de jeunes qui, voilà, si dans les 15 jours l'intégration ne se passe pas bien, n'ont pas de problème à dire ciao, je m'en vais, je vais trouver quelque chose. Donc, les mentalités ont évolué. Avant, ils peuvent s'en aller, pendant, ils s'en vont, après, ils s'en vont plus. Donc, on va le voir, hein, c'est un vrai coup de rater son intégration, son onboarding. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. J'aime bien la notion de onboarding. Alors, c'est un peu old school peut-être, mais voilà, onboarding, c'est monter à bord. Votre entreprise, c'est un grand bateau. Et l'intérêt, justement, c'est d'être sûr que chacun va y trouver sa place et y rester. Et alors, vous n'avez peut-être pas tous connu la croisière s'amuse, vous n'avez peut-être pas tous
fait une croisière, mais l'intégration, quand on arrive sur un bateau, un bateau de croisière, les premières minutes sont vraiment très importantes. Et tout le monde est là pour vous accueillir, le personnel d'équipage est là, tout le monde est là vraiment pour faire en sorte que ce moment de l'arrivée sur le bateau soit vraiment mémorable, parce que ça va conditionner justement tout ce qui va se passer pendant la croisière. Et le but du jeu, encore une fois, c'est de faire en sorte que tout le monde reste sur le bateau, tout le monde travaille ensemble sur le bateau, et si cette montée à bord se fait bien, forcément, le reste de la croisière se passera le mieux possible. Donc, l'image est parlante. C'est important de bien monter sur le bateau. Alors après, encore une fois, on ne fait pas monter parfois tout le monde de la même manière sur le bateau. C'est quelque chose qui doit être construit en fonction des typologies de collaborateurs que vous avez. Là encore, si on est un peu old school, parfois on se dit on ne va pas intégrer un cadre de la même manière qu'on va intégrer un ouvrier. Et encore, pourquoi pas? Il y a des choses à réfléchir. Il y a en effet des choses qui ne vont pas se construire de la même manière, mais peut-être que le pré-boarding doit se faire exactement de la même manière. Les personnes qui seront intégrées le jour de l'arrivée de la personne ne seront peut-être pas les mêmes, mais il y a peut-être des choses à construire. Donc, il n'y a pas de recette magique non plus. Si vous étiez venu à ce webinaire en disant je saurais comment intégrer mes collaborateurs après ce webinaire, malheureusement, on va vous donner des petits indices, des petites choses. Mais malheureusement, encore une fois, c'est quelque chose qui doit être construit et pensé en fonction de comment fonctionne votre entreprise, quels sont les collaborateurs que vous allez intégrer, parce que tout le monde n'attend pas non plus la même chose de son intégration. Oui, ça, chaque intégration est différente finalement et mérite à chaque fois une réflexion. Il faut se poser cette question-là. C'est indispensable pour l'entreprise de se poser cette question. Comment je dois bien intégrer mes collaborateurs? Est-ce que je fais la même chose pour tout le monde? Voilà, vous êtes dans le web, il y a de grandes chances pour que vous puissiez intégrer quasiment tout le monde de la même manière. Vous êtes une entreprise qui fait de l'industrie lourde. C'est peut-être pas forcément de la même manière que vous allez pouvoir intégrer les gens. Et encore que, est-ce qu'un ouvrier jeune et un cadre jeune aujourd'hui, on nous attaque de la même manière? Je n'ai pas forcément de réponse aujourd'hui. C'est des choses sur lesquelles vous devez réfléchir et aussi sur lesquelles vous devez réfléchir en fonction de vos valeurs. D'accord? Ça aussi, c'est très important. Les valeurs de l'entreprise, on en parle de plus en plus. Si on interroge les nouvelles générations sur qu'est-ce qui vous fait rester dans une entreprise, si on prend ma génération, c'était le salaire. Si on prend la nouvelle génération, c'est aussi les valeurs auxquelles l'entreprise adhère. Et ça va être important. Et ça doit être justement partie prenante dans la réflexion que vous allez avoir dans cette construction de votre onboarding. C'est vraiment capital. Donc, on le disait, 4% des nouvelles personnes quittent leur poste après une première journée désastreuse. Ça me paraît pas beaucoup. Je me serais attendu à plus. Sur la première journée. Mais si on prend les 15 jours, là, ça va être beaucoup plus important. Ça va être beaucoup plus important. Et à l'inverse, après une bonne intégration, a priori, 70%, presque 70% des gens restent au moins 3 ans dans le sein de l'entreprise. Donc, ça, c'est une étude de Deloitte qui avait été faite. Elle date encore un petit peu, mais c'est des choses qu'on retrouve un peu dans la littérature, dans les études, et qui a été plutôt renforcée post-Covid aussi. Sachant qu'il n'y a pas plus tard qu'en début de semaine, je discutais avec un ami qui est commercial dans le SIRH et qui justement a changé de boîte pour aller dans une entreprise où on lui avait vendu un petit peu monts et merveilles. Et en fait, l'intégration ne s'est pas passée comme on lui avait vendu l'entreprise. Non seulement les valeurs de l'entreprise n'étaient pas forcément celles qu'on lui avait vendues, mais en plus l'outil sur lequel il travaille n'est pas forcément celui qu'on lui a vendu aussi. Donc du coup, il faut bien penser à marque employeur et onboarding. Donc c'est pas le sujet aujourd'hui de la marque employeur. Mais c'est lié. Voilà, mais c'est très lié. On a un webinaire, si ça vous intéresse, justement sur cette thématique de la marque employeur aussi, qui est disponible sur le site de Fédéris. Si vous ne travaillez pas votre marque employeur et votre onboarding, il y aura forcément un décalage. D'accord ? Bien sûr. Bien penser à la façon dont vous travaillez votre marque employeur a du sens en lien avec la façon dont vous allez pouvoir intégrer vos collaborateurs. D'accord. Je profite juste pour rebondir et inviter les personnes dans le chat à réagir sur le sujet. Si vous-même, vous voulez partager un peu vos impressions vis-à-vis de l'onboarding ou même partager un peu vos expériences, ce que vous avez pu relever de positif comme de négatif dans vos propres expériences. Sentez-vous à l'aise pour réagir dans le chat. Voilà, je remercie Séverine qui nous envoie un peu de soleil d'Italie. Moi, je suis à Lyon. Oui, il fait j'ai vu ça. On va dire qu'il y a 3 objectifs majeurs. En fait, c'est un triptyque, le onboarding. C'est toujours un triptyque, c'est assez simple à retenir. On va dire qu'il y a plein d'objectifs, mais les 3 principaux, le premier, ça va être de faire naître le sentiment d'appartenance de votre nouveau collaborateur. Je vous l'ai dit, on monte dans le bateau,
Le but, c'est vraiment de se dire, je suis embarqué, je suis dans une entreprise dans laquelle je suis bien, déjà c'est important, qui a les mêmes valeurs que moi. On l'a dit, hein, c'est vraiment important. Il faut qu'on communique autour de ces valeurs. C'est de plus en plus un critère qui est important pour les nouvelles générations. Alors, c'est un peu tarte à la crème aussi, les valeurs, on peut se poser des questions. Donc, c'est très lié, encore une fois, à cette marque employeur dont je parlais. Vous ne pouvez pas afficher des valeurs pour le plaisir d'afficher des valeurs. Il faut que votre entreprise marque, crée des actions, fasse des choses pour montrer justement que les valeurs que vous mettez en avant dans votre marque employeur sont celles qu'on va retrouver quand on va arriver dans l'entreprise. Donc, si une de vos valeurs, c'est l'intégration de toutes les minorités, de tout ce que vous voulez, et si quand on arrive dans l'entreprise, on se rend compte qu'il n'y a que des hommes et des femmes blanches forcément, ça va être en adéquation avec vos valeurs. Donc, ce n'est pas évident. Hein. On ne choisit pas ces valeurs comme ça au hasard en se disant c'est des valeurs qui vont bien faire et ça va fonctionner. Non, il faut vraiment qu'elles soient en adéquation avec ce que vous avez vendu au collaborateur qui va arriver et puis avec ce que vous arrivez à mettre en place aussi. Parce que parfois, on a du mal à le faire. Donc, il ne faut pas essayer de viser trop loin. Il faut essayer de faire des choses qui sont réalistes par rapport à ce que vous pouvez mettre en place. D'accord ? Le but, c'est d'avoir un alignement, en fait, et aucun décalage. Clairement. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est le plus important, on va dire, pour les nouvelles générations. Après, l'intégration, elle va être aussi là en théorie pour vous permettre de mettre votre nouveau collaborateur au travail le plus vite possible. D'accord ? On n'est pas dans le monde des bisounours, on a des valeurs, etc. Mais le but d'une entreprise, c'est qu'elle tourne. Et du coup, si votre collaborateur, quand il arrive, tout est prêt pour qu'il puisse travailler, forcément, il va se mettre au travail beaucoup plus vite. D'accord ? Donc, si quand j'arrive, mon PC est prêt, j'ai accès aux outils dont j'ai besoin, mon planning est prévu, je sais qui je dois rencontrer, je sais qui va me former, je sais qui va être mon tuteur, je sais qui va me coacher, etc. Forcément, je vais être mis au travail beaucoup plus vite. Facebook ne s'en cache pas, par exemple, et annonce que pour elle, cette période justement d'intégration et d'onboarding est là pour faire en sorte que justement les collaborateurs soient opérationnels le plus vite possible. Et du coup, c'est un peu lié aussi à l'idée de ne pas perdre d'argent. Donc, si mon collaborateur il peut être efficace le plus vite possible, qu'il est intégré le plus vite possible, forcément, moi, ça va me faire gagner de l'argent. Et s'il reste, là aussi, je vais pouvoir gagner de l'argent parce qu'on le sait, un recrutement qui ne fonctionne pas bien, c'est de l'argent perdu pour tout le monde. C'est pour le service qui a accueilli cette personne, qui l'a attendu longtemps parfois, pour le RH qui a bossé au recrutement. Donc, c'est de l'argent qui est perdu pour l'entreprise. Et il y avait des études qui montraient que c'était à peu près 3 fois le prix, le salaire en fait, du collaborateur sur la période où il aurait dû être là. On paye, qui coûte à l'entreprise si l'intégration ne se passe pas bien. Donc, c'est vraiment important de se dire que ce n'est pas juste du folklore, ce n'est pas juste pour travailler sur ma marque employeur, ce n'est pas juste pour faire en sorte que mes valeurs sont en adéquation avec ce que je veux faire pour que mes collaborateurs aient l'impression de se sentir bien. Non, il y a un vrai enjeu économique aussi pour le faire. Donc, on sait que les DRH parfois ou les DG parfois sont un peu sensibles à cette notion économique. N'hésitez pas à leur rappeler ces enjeux-là. Ça permet parfois de débloquer un peu de temps ou un peu de ressources pour se dire non, c'est pas n'importe quoi. Quand on veut construire du onboarding, c'est pas juste un délire de RH. Ça rapporte de l'argent de bien le travailler, de bien le faire. Oui, il y a un intérêt. C'est vraiment important de le rappeler. Perrine nous dit encore et toujours une histoire de cohérence. Mais oui, complètement. Tout est cohérence de toute façon. Enfin, c'est vraiment un objectif que d'être cohérent. Sinon, ça n'a aucun sens et on tombe à l'instar du greenwashing sur le volet écologique. On a le même principe en entreprise, en RH, au management qui résume un peu tout ça. On appelle ça le wellness washing. Je ne sais pas si ça te parle, Michael, mais c'est un peu à l'instar du greenwashing. C'est cette idée de l'entreprise qui va communiquer, qui va en tout cas faire croire à travers sa communication que son entreprise, tout est parfait, elle a une belle QVCT, tout est bien, c'est génial, rejoignez-nous. Et puis, en fait, dans les coulisses, on se rend compte qu'il y a un gros décalage entre ce qui a été communiqué à l'externe et ce qui se passe en réalité. On appelle ça du wellness washing. Alors, il y a d'autres terminologie, parfois on parle de social washing, enfin en tout cas c'est du washing, comme pour le greenwashing, c'est le même principe. Donc oui, évidemment, quel que soit le sujet en fait en RH, on est toujours en quête de cohérence, c'est l'objectif, on est d'accord. Clairement. Et c'est quelque chose, alors, si voilà, c'est des sujets qui vous intéressent, on parle beaucoup de compétences aujourd'hui et on se rend compte aussi justement que finalement tout se lie, les entreprises où vous en avez d'un côté le service formation, de l'autre le service recrutement et de l'autre le service compétences,
ça n'a plus de sens aujourd'hui. C'est vraiment tout le monde doit travailler ensemble justement pour faire en sorte qu'on ait les compétences au bon endroit au bon moment. Et c'est la formation qui va me permettre d'anticiper, de former les personnes dont j'ai besoin sur les compétences que j'attends. Ça va me permettre de recruter les compétences que j'ai pas en interne, etc., etc. Et donc, cette adéquation de la RH, elle prend vraiment beaucoup de sens aujourd'hui parce qu'on se retrouve à nouveau dans une situation où on a du mal à recruter. Et si le collaborateur sent que c'est un peu décalé, que c'est un peu bancal, forcément, il viendra moins. Donc, c'est pas simple. Il faut avoir des DRH qui ont une vraie vision, qui ont une vraie idée de là où l'entreprise doit aller, une vraie idée de comment on doit y arriver. C'est pas toujours simple, mais ça, c'est le vrai enjeu aujourd'hui des DRH qui sont aujourd'hui dans les entreprises. Si on revient un peu sur notre processus classique d'intégration, c'est vrai que dans le schéma qu'on a classiquement du onboarding, souvent le minimum syndical, c'était là aussi ce triptyque, un petit déjeuner, accueil au niveau de la RH, donc on allait lire tous les docs, on signait la mutuelle, on signait tout ce qui nous intéressait, et puis un point administratif et logistique, alors tiens, voilà les bâtiments, là c'est le local technique, là c'est la poubelle, là c'est la cantine, etc., etc. Ça, c'est le minimum. Et c'est souvent ce qu'on retrouve quand même dans les entreprises. On ne va pas se mentir, il y avait Figaro qui avait fait une étude là aussi assez récente sur le sujet. Dans les entreprises aujourd'hui, on fait une simple visite des locaux pour 69% des cas, une présentation de l'entreprise par un membre de la direction à 56%, une présentation du poste à 55% et un petit déj ou un déjeuner d'accueil à 52%. Donc on va dire qu'au moins la moitié des entreprises font ça. Et on va dire qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le strict minimum, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? On en parlait en introduction. Le onboarding, finalement, c'est 3 temps, 3 moments très importants. Et le premier, finalement, il commence avant même l'arrivée du collaborateur. Donc, ça peut paraître un petit peu bizarre de se dire on parle du onboarding alors que le collaborateur n'est pas encore là, mais c'est vraiment ce qui est capital, c'est vraiment s'assurer qu'avant même qu'il arrive, tout soit prêt. Et ça veut dire quoi, que tout soit prêt? Il y a 2 étapes, 2 moments un peu clés, un peu charnières, enfin 2 choses qu'on doit faire avant qu'il arrive. Donc, une fois qu'on a choisi la personne, une fois qu'il est recruté, on sait que c'est lui, il y a une période, en fait, qui peut être plus ou moins longue, entre le moment où on lui dit c'est bon, alors déjà on essaye de l'appeler, on essaie de le prévenir, on ne lui envoie pas un mail pour dire c'est vous, et entre le moment où il va arriver. Voilà, c'est un cadre, il y a 3 mois de préavis. Il va se passer 3 mois entre le moment où on lui dit go, c'est bon, il vous dit oui, c'est bon, je viens, et le moment où il va arriver. Et pendant cette période de 3 mois, dans certaines entreprises, il y a un petit flou artistique entre est-ce que c'est le recrutement qui continue des choses, est-ce que c'est le service administratif qui doit commencer des choses, qui demande la fameuse liste des pièces dont on a besoin pour créer son dossier, etc. etc. Et pendant cette période de mou, tu disais Anaïs en introduction, il y a des gens qui ne viennent plus, qui ne viennent pas le premier jour parce que justement pendant cette période un petit peu de flou, enfin d'attente, il ne se passe rien. Et donc il y a des outils qui doivent vous permettre de travailler ça. Alors vous pouvez le faire à la main avec du fichier Excel et autres, mais par exemple avoir un espace partagé entre le futur collaborateur et vous, ça a du sens. Ça a du sens pourquoi? Parce que ça nous permet de faire 2 choses. La première, il y a quelque chose qui est un petit peu enquiquinant avec le collaborateur, c'est de récupérer les informations. Donc là, par rapport à mon petit schéma, je suis sur la partie gauche, les actions vis-à-vis du futur collaborateur. On doit compléter son dossier. Donc en général, ça passe par un petit mail qu'on lui envoie en lui disant j'ai besoin que tu m'envoies ta pièce d'identité, ta carte de sécurité sociale, ton RIB, tes enfants à charge, tous ces éléments-là. Donc tout un tas de documents administratifs qui sont un petit peu fastidieux. Donc, si vous êtes sur un collaborateur qui est plutôt carré, il va vous envoyer ça aux petits oignons et vous allez le récupérer assez facilement. Mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un à la paye qui va se retaper tout ça et ressaisir tout ça dans le petit paye. Risque d'erreur, occupation des personnes à faire des choses qui sont à faible valeur ajoutée. Ou alors, on peut lui donner ce fameux espace dans lequel justement, il va directement compléter son dossier. Et là, on va gagner du temps. C'est que s'il y a des pièces qui manquent, c'est l'outil qui va lui dire. Si le RIB n'est pas juste, c'est l'outil qui va lui dire. Si son numéro de sécu n'est pas juste, c'est l'outil qui va lui dire. Et du coup, ces données, plutôt que ce soit quelqu'un à la paye qui les ressaisisse, et du coup, c'est automatiquement qu'on va pouvoir le renvoyer dans l'outil de paye pour compléter ses dossiers, compléter son dossier. Donc là, du coup, on va se retrouver avec
une interaction un peu plus… alors, je ne veux pas remplacer l'homme, hein, mais plutôt que de lui envoyer un mail, lui proposer de remplir sur un site, ce n'est pas complètement idiot, ça marche même plutôt bien. Et sur ce site, on va aussi pouvoir lui pousser, sur cet espace, on va lui pousser aussi du contenu. Donc, pourquoi pas lui faire signer son contrat, lui faire signer sa promesse d'embauche dans un premier temps, puis son contrat derrière. Partager avec lui un certain nombre d'éléments sur son intégration. Donc, lui donner déjà une visibilité, par exemple, sur son parcours d'intégration, sur comment ça va se passer. Si vous avez une plateforme e-learning, pourquoi pas lui proposer de suivre un petit contenu de e-learning sur comment s'organise la boîte. Donc là où c'est quelque chose qu'on faisait lorsqu'il arrivait, on lui faisait faire le tour du site, là, pourquoi pas le faire de façon un peu virtuelle en attendant. Ça ne nous empêchera pas de le faire aussi en réel si vous avez envie de le faire. Mais disons que l'idée, c'est de continuer à avoir un petit peu de lien entre le moment où on lui a dit c'est bon, tu arrives, et le moment où il va vraiment arriver. Donc là encore, je vous disais tout à l'heure, on n'onboard pas forcément les personnes de la même manière. Si la personne est là dans 15 jours, forcément, ça va être plus rapide, on va continuer à tisser des liens avec lui plus facilement. S'il y a 3 mois qui s'écoulent, voire même un peu plus parfois, ça va être un peu plus long, et c'est un moment où justement on va pouvoir se permettre de gagner un petit peu de continuité avec lui, de lien avec lui. Je rebondis juste, Michael, comme il y a quelques questions dans le chat. Et il y a Julie qui nous demande, et du coup, comment choisir les bons documents à lui pousser, entre guillemets. Je vois ce que Julie veut dire. En gros, voilà, comment choisir les bons documents à lui diffuser, à lui proposer. C'est un peu pareil, c'est en fonction du métier, en fonction du poste, du contexte. Il y a toutes ces questions-là aussi à se poser, j'imagine. Et encore une fois, souvent, l'outil SIRH est là aussi surtout pour faire gagner du temps. Donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui est chronophage pour moi qui pourrait être automatisé? Typiquement, faire des contrats, ça peut être chronophage. Si l'outil peut le faire à votre place, lui mettre à disposition dans son espace, lui envoyer un message pour lui demander de signer, faire une signature électronique ayant valeur probante pour que ça vous le remette, vous, dans votre outil, très clairement, en termes de gain de temps, là, on est plutôt sur quelque chose qu'on peut facilement montrer. On a par exemple des clients qui font de la conduite de permis, enfin de la conduite de poids lourd. Là, il y a produits dangereux, par exemple. Donc, il y a tout un tas d'habilitations aussi à récupérer. Donc là, je vais demander à mon futur collaborateur de me charger tous ces justificatifs, tous ces diplômes, tout ce qui est obligatoire pour moi. Un hôpital, il faut que l'infirmière, elle me mette une copie de son diplôme, qu'elle soit bien référencée, etc., etc. Donc, tous ces documents, c'est en fonction de votre activité, en fonction de vos besoins que vous allez le définir. Et encore une fois, même la page de onboarding peut être différente en fonction de la population qu'on va recruter. Si je recrute un cadre, je ne vais peut-être pas lui demander la même chose que si je dois avoir plein d'habilitations, de la manutention, des habilitations électriques à suivre. Donc, c'est quelque chose qui doit être paramétrable, qui peut être construit en fonction des types de postes en fait, que vous allez recruter. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais documents à demander, il n'y a pas de bon ou de mauvais documents à lui pousser. C'est vous qui allez choisir en fonction de ce qui va vous faire gagner du temps et ce qui vous permet de garder du lien avec lui. En fait. Et en réponse à la question de Francky aussi, qui demande un bon onboarding, est-ce qu'il faut avoir une checklist pour suivre étape par étape ce qui doit être fait? Oui, je pense que c'est même recommandé, non? D'avoir une checklist. Et c'est un peu, vous voyez, mon action de droite, ma colonne de droite dans le tableau, c'est même les actions au sein de l'entreprise. Donc, typiquement, comme ça, on fait une transition. Un outil d'onboarding, il doit vous permettre de faire ça. C'est-à-dire que la checklist, on l'a tous. Enfin, si vous onboardez correctement vos collaborateurs, normalement, vous l'avez. Et là, l'intérêt d'un outil, c'est qu'il va vous dire, voilà, je sais que tel collaborateur, il faut qu'il ait un ordinateur. Il faut qu'il ait accès à tel logiciel sur tel profil. Il faut qu'il ait une carte pour prendre des cafés à la machine. Il faut qu'il ait un badge, etc., etc. Il faut qu'il ait du matériel, une blouse, etc., etc. Si ce n'est pas un outil qui le fait, ça veut dire que c'est vous au niveau RH qui devez vous dire il faut que j'envoie un mail à telle personne pour le service informatique pour qu'il ait accès aux outils. Je dois envoyer un mail à la machine qui gère les accès, à la personne qui gère les accès. Je dois envoyer un mail à la personne qui gère les cafés, etc., etc. Il y a plein de choses à penser. Et là, si c'est un outil qui le fait, alors si c'est vous, il y a une chance sur 2 que vous en oubliez une, parce que voilà, à moins d'avoir une vraie checklist, etc. Là, si c'est un outil qui le fait, non seulement vous gagnez du temps, vous sécurisez parce qu'on est sûr que l'outil va envoyer les mails. Alors après, on ne va pas jusqu'à fliquer la personne pour savoir si elle a bien fait les choses.
Et encore que, on peut leur donner un accès pour qu'ils vous disent « oui, c'est fait, tchac, tchac, tchac ». Donc, l'idée, justement, c'est que aussi au niveau RH, pour préparer au mieux l'arrivée de la personne le jour J, qu'elle ait bien un endroit, que son manager soit bien prévenu, que tout soit bien prêt, l'outil doit être là justement pour vous permettre de gagner du temps et de vous assurer que cette fameuse checklist, elle soit faite de façon autonome et organisée. D'accord ? Donc, on peut Pardon, dis-moi. Non, pardon. Et je voulais dire, et ça fonctionne finalement, quel que soit le poste, parce qu'il y a Lauriane un peu plus tôt qui posait une question qui disait, mais finalement, est-ce que s'assurer d'un onboarding de qualité comme ça, penser à toutes ces choses-là, l'ordinateur, le bureau, est-ce que ça ne concerne pas finalement que certains métiers et pas, par exemple, l'opérateur de production, mais finalement si, parce qu'il y a plein de choses à penser. Même l'opérateur de production, il y a plein de choses à préparer et à penser. Vous voyez, par exemple, ça va être son bleu de travail, ses chaussures de sécurité, un accès à la cantine. Il y a forcément toujours des choses à faire. Prévenir son manager. Attention, rappelle-toi, il arrive telle date, tel jour. Justement, on va reparler du fameux jour d'arrivée. Si on veut s'assurer que tout soit prêt ce jour-là, ça peut être aussi des petits rappels. Attention, après-demain, ton collaborateur arrive. Attention, cela. Donc, il y a forcément des mails qui doivent partir, peu importe le type de population que vous intégrez. Et c'est même mieux, entre guillemets, je pense, des populations qui n'ont pas l'habitude qu'on s'occupe un petit peu d'eux, là, au moins, s'ils arrivent en se disant tout est prêt, je peux aller bosser, je suis dans de bonnes conditions, mes collègues ont prévu de manger avec moi le midi, etc., forcément, on se sent mieux intégré que si c'est fait un petit peu à la dernière minute. D'accord ? Donc, vraiment, cette partie prévenir toutes les bonnes personnes, elle est capitale, mais encore une fois, c'est à chaque client de choisir comment on doit construire cette intégration. J'ai quelques exemples. Région Job, par exemple, ils envoient aussi des mails, au moins un mail pour prévenir sur le dress code de l'entreprise. Ça paraît pas forcément classique, évident, mais on ne sait pas forcément le premier jour comment on doit s'habiller. Est-ce qu'il y a un dress code à respecter ? Il y a des boîtes aussi qui préparent ce petit welcome pack. LinkedIn, par exemple, quand vous arrivez, vous avez votre petit sac à dos avec votre PC qui est dedans, avec le mug, avec tous ces éléments-là. Là aussi, attention, si dans vos valeurs, on est sur quelque chose de vert, d'éco-responsable, etc., il faut s'assurer que le mug est quelque chose d'éco-responsable, le sac est... Il faut réfléchir à tout, au moindre détail. C'est ça. Et qui doit être adapté aussi ce welcome pack à votre population. Encore une fois, si on est sur une ligne de prod, le sac à dos avec le mug et le PC, non, ça ne marche pas. Donc là aussi, pas créer des déséquilibres entre certaines populations, sinon certaines populations pas. Est-ce que tu as des idées d'exemples, Mickaël, justement ? Parce que Lauriane, elle rebondit sur ce qu'on disait. Est-ce que c'était elle qui posait la question par rapport aux opérateurs de production ? Et elle disait, ma question était plutôt pour le premier jour, car oui, ok, le pré-boarding, ça, elle l'a. Elle fait déjà tout ce qu'il y a à faire pour anticiper l'arrivée des opérateurs. Mais est-ce que tu as des idées pour illustrer, pour une intégration, le premier jour, qu'est-ce qu'on peut proposer et sans prendre en exemple uniquement la personne qui va à son bureau, qui a besoin d'un ordinateur, etc. Mais pour un opérateur de production qui débarque dans une nouvelle entreprise, il y a plein de choses à envisager pour son premier jour aussi. Clairement. Alors déjà, encore une fois, ne serait-ce que le matériel qu'il va devoir utiliser. Ça, c'est évident, il faut qu'il soit prêt, il faut qu'il soit là. Souvent, ce qui est important, alors on peut lui faire en attendant qu'il arrive, une visite virtuelle du site, mais si on est sur un site de prod, c'est important aussi qu'il fasse le tour, par exemple, des postes de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, si vous construisez quelque chose de bout en bout, ça peut être intéressant de savoir, moi je vais être sur ce morceau-là, mais comment ça se passe en amont, comment ça se passe en aval. J'ai eu la chance de voir des lignes de montage de camions. C'est super intéressant de se dire, aujourd'hui je mets la roue, mais il faut que je comprenne un peu tout le processus de... Ça part d'une pièce et ça finit dans un camion entier, pompier et autres. Comment ça a évolué. Il y a des entreprises qui font des vie ma vie aussi, par exemple. De se dire, quand j'arrive, je vais passer ma première semaine, je vais passer une journée avec telle personne qui va bosser avec moi en amont, telle personne qui va faire telle chose, etc. etc. Donc, ou découvrir chaque ligne de production, comme tu disais aussi. Alors, c'est sûr que si vous embauchez 50 personnes par jour, vous allez mettre en place. À nouveau, il est question d'adapter, bien évidemment. Voilà. Mais il y a plein de bonnes pratiques et c'est souvent, en fait, vous connaissez des RH qui bossent dans des entreprises à côté de vous.
envoyez-moi un message, discutez, posez-vous les questions. C'est dur d'avoir ici des bonnes pratiques sur tout ce qui fait dans tous les secteurs d'activité, parce que finalement, encore une fois, dans un hôpital, dans l'industrie, dans du service, dans de la banque, on ne va pas forcément intégrer de la même manière les bonnes choses. Et il faut discuter entre experts de votre secteur, entre guillemets, pour voir un peu ce qui se fait le mieux. C'est vrai que la littérature, souvent, elle nous propose des choses plutôt sur les startups, sur des entreprises de ce type-là, parce que c'est celles qui ont été un peu aussi en avance sur ces sujets-là, c'est celles qui ont un peu plus soigné ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver des choses sur des entreprises de l'industrie ou autres qui ont fait des choses assez intéressantes sur le sujet. D'ailleurs, les startups qui ont initié un peu ce mouvement-là de vraiment prendre en considération cette étape, il y a Rindraniena, pardon si j'écorche le prénom, qui nous demande, mais est-ce que le Welcome Pack, c'est vraiment important, à part le sac, l'ordinateur, tu vois, le truc avec les goodies, ce genre de choses, est-ce que c'est vraiment important? Et elle, pour le coup, elle est dans une entreprise de 12 collaborateurs. Donc, ça dépend encore de ce que vous faites. Mais vous voyez, typiquement, ne serait-ce qu'au moins le mug, on est toujours dans une démarche éco-responsable, on se le dit aujourd'hui. Avoir une machine à café, alors si vous êtes 12, peut-être que vous êtes une cafetière, mais avoir son mug avec le logo de l'entreprise, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il y a quand même un petit côté sympa de se dire on a tous le même mug, on peut aller avec notre mug à la machine à café. C'est quelque chose qui est un petit peu dans l'air du temps quand même. Oui, il y a un effet un peu communautaire. En plus. Donc, encore une fois, ça ne va pas marcher dans toutes les entreprises, mais si dans cette entreprise de 12, c'est quelque chose que vous voulez faire naître, un peu ce sentiment d'appartenance, ça fait partie des petites choses qui sont assez intéressantes. Donc, sans avoir exactement tous la même panoplie, un petit objet qui nous fait penser qu'on travaille ensemble, qui nous rappelle qu'on est dans le même bateau, ça peut être intéressant. Encore une fois, j'ai commencé en me disant il n'y aura pas de solution miracle. Ça doit s'adapter à chaque entreprise. Le Welcome Pack, il a du sens pour certaines populations, pour certaines entreprises, pas pour d'autres. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à un congrès avec des notaires, par exemple. Il y avait en Welcome Pack des petits carnets et justement des mugs en plastique, etc. Ils sont tous restés, les mugs en plastique. C'est des objets qui restent avec le temps, souvent. Hein. Mais eux, ils s'en fichent. Donc, essayez de trouver en fonction de la population que vous intégrez quel est l'objet, quelle est la chose qui marchera le mieux, c'est ce qu'il faut faire. Donc, vous dire le Welcome Pack est indispensable, non. Vous dire il faut un mug de façon obligatoire, non. C'est la difficulté, il faut essayer de trouver ce qui va être le plus pertinent en fonction et ça peut se co-construire. Perrine, elle dit, c'est hyper intéressant comme idée, elle dit, lors de la mise en place du process, est-ce qu'on ne peut pas le co-construire avec l'équipe en place? Et moi, je l'ai vécu ça dans une entreprise où on avait fait justement une espèce de sondage et on avait enquêté auprès de tous les collaborateurs sur ce qu'ils aimeraient avoir comme goodies, etc. Et en fait, c'est devenu finalement pour certaines idées, ce sont devenus des objets qu'on intégrait dans le pack à l'étape onboarding. Donc, ça peut être intéressant justement de faire prendre part à la réflexion. Clairement. Je vais en parler juste après dans le suivi. Eh bien, vas-y. je veux pas te spoiler. Vas-y. Mais c'est vraiment important d'intégrer les collaborateurs. Mais de façon générale, de toute façon, la RH doit être au service des collaborateurs, au service du développement d'entreprise, bien évidemment. Mais on est là aussi pour faire en sorte que tout le monde avance dans le bon sens, dans le même sens et dans de bonnes conditions de travail. La QVT, on en parle depuis un petit moment aussi, c'est pas un vœu pieux, on est dans cette logique aussi d'être plus responsable, d'être plus attentif au bien-être des gens. C'est pas que pour le plaisir, on sait que les gens, s'ils sont dans l'entreprise, ils y travailleront mieux. Donc c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et la RH doit être le garde-fou et doit être attentif à ça. Donc, du coup, forcément, un onboarding réussi, une entreprise qui intègre bien, c'est des collaborateurs qui vont être bien et qui vont bien travailler. Okay. Donc, sur cette partie premier jour, vraiment, l'accueil collectif est le mieux. Essayer que tous les collaborateurs disent bonjour aux nouveaux. Ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Prévoir le fameux petit déjeuner dont on parlait tout à l'heure. En fait, on retrouve le triptyque qui est finalement indispensable, le bon accueil, le petit déj. L'administratif, normalement, on l'a déjà fait en amont si vous avez un outil. Si on ne l'a pas fait avec l'outil, forcément, il faut le faire à ce moment-là. La visite du site, malgré tout, ça reste toujours intéressant. Quand vous avez le PDG de la boîte qui prend un peu de temps pour aller manger avec les nouveaux, pour justement leur expliquer la philosophie de la boîte, comment on en est arrivé là, pourquoi on fait ça.
personne est insensible au fait que le PDG de la boîte vienne prendre quelques minutes pour discuter avec vous. Hein. Même si on a des valeurs un peu individualistes, ça fait toujours un petit peu plaisir. Donc, s'assurer justement qu'on sera là pour intégrer la personne, qu'on met en place un certain nombre de choses pour intégrer les personnes, parce que c'est dur de le faire un par un, hein, mais si vous avez beaucoup de nouveaux collaborateurs, essayez de se dire, on le fait régulièrement, je sais pas, une fois tous les mois, au moins on fait ce repas, ou on fait ce déj, on fait quelque chose, c'est quand même intéressant. Un soutien dès les premiers jours, il y a de plus en plus de boîtes aussi qui mettent en place un système de parrainage ou de, voilà, je peux avoir quelqu'un qui n'est pas mon chef, qui peut m'aider. Oui. Ça, c'est vraiment important, ça marche très bien. Et pour le coup, ça peut marcher à tous les niveaux. Peu importe que vous soyez un cadre, que vous soyez une infirmière, que vous soyez un banquier, que vous soyez un ouvrier sur une ligne de prod, se dire que si j'ai un problème, j'ai un mentor, j'ai un copain, un compagnon à côté qui peut m'aider sans que j'ai la pression, entre guillemets, que mon chef ait l'impression que je ne comprends pas bien ou autre, c'est assez sécurisant pour le collaborateur. C'est le fameux buddy. Exactement, le fameux buddy. Et du coup, c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant en général parce que le collaborateur que vous choisissez pour être le parrain est aussi valorisé puisqu'on considère que justement c'est quelqu'un de confiance, de bienveillant, qui va aider le nouveau collaborateur, qui va lui transmettre aussi des compétences. Hein, pensez compétences et perte de compétences. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des pyramides des âges inversées avec des collaborateurs qui vont partir à la retraite et qui partent avec une compétence. Si justement on met en place ce système un peu de parrain, forcément on va mieux transmettre nos compétences aussi. Si c'est juste, voilà, c'est un nouveau collègue, j'ai l'impression qu'il va me prendre ma place et du coup je ne vais pas l'aider, ce n'est pas la même démarche que on aimerait que tu puisses, parce que tu as une expertise, parce que tu as un savoir-faire, parce que tu es important pour nous, on a vraiment besoin de savoir que tu puisses l'accompagner, c'est vraiment important pour nous. Là, c'est du gagnant-gagnant, oui, c'est valorisant. gagnant pour le collaborateur qui arrive, pour la personne qui s'en va et pour l'entreprise. Donc, ce système de parrainage, il est plutôt assez facile à mettre en place en général et il est vraiment pertinent et efficace pour la société, pour nos collaborateurs. Il y a Véronique qui demande buddy, parce que j'ai dit le mot buddy, elle se demande ce que c'est, je pense. En fait, c'est un mot anglais, buddy, ça veut se dire littéralement pote, copain. Et en fait, c'est vrai qu'on utilise beaucoup le mot buddy pour nommer ce système de mentoring ou de tutoring. Parce que moi, je l'ai vu, hein, je vis en Angleterre, donc je l'ai beaucoup vu ici. C'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit beaucoup ici. C'est dans les pays anglo-saxons, c'est immédiat. Enfin, dès qu'on intègre une entreprise, on a un buddy qui est nommé et c'est notre copain de route pour le démarrage. Et donc, le mot buddy, on pourrait l'utiliser aussi en France, mais bon, en France, on va plutôt parler de parrain, de mentor, de tuteur. Voilà. Donc, c'est ce qu'on décrit là, c'est la même chose, Véronique, en fait. Parrain, parfois, peut être un peu galvaudé, mentor, bon, voilà. Mais encore une fois, il faut choisir le bon terme en fonction de votre entreprise et de ce que vous voulez faire. C'est sûr que si vous êtes une entreprise franco-française, le buddy, ça va peut-être pas forcément marcher. Mais c'est quelque chose aussi qui doit être distillé et initié. Donc forcément, au début, ça va être un peu compliqué. Mais si on arrive à mettre ça en place, Anaïs le disait, dans les pays anglo-saxons, c'est évident, ça fonctionne toujours comme ça. Si on arrive à mettre en place un peu cette philosophie, au final, tous les anciens même auront envie un jour d'être buddy ou d'être parrain ou autre. Donc, c'est quelque chose qu'il faut un petit peu transmettre et c'est une valeur de l'entreprise de se dire, voilà, on est là pour s'entraider. Encore une fois, on est dans le même bateau. Et du coup, si j'ai un problème, peut-être, parfois, ça va pas être mon chef qui va pouvoir m'aider. Ça va être quelqu'un qui est au même niveau que moi, un père, et ça peut nous faire avancer. Donc, ça, c'est vraiment important et c'est assez facile à mettre en place. Autre chose qui est importante, l'être humain n'aime pas savoir ce qui va se passer. D'accord ? Aime savoir ce qui va se passer plutôt. N'aime pas savoir, n'aime même pas être dans l'incertitude. Donc, si dès le début, vous savez lui expliquer quel va être son planning, comment vont se passer la première semaine, les 2, 3, 4 premières semaines, forcément, il va être beaucoup plus rassuré. Hein, il y a des super travaux là sur en psycho, justement, sur je ne sais pas ce qui va se passer, je suis anxieux, etc. Là, si on sait exactement se dire, on a ton planning pour le mois, déjà, la personne, elle se sent ils ont prévu mon arrivée, je sais ce que je vais faire, donc je vais mieux le faire. Donc ça, c'est vraiment très important, donner une visibilité au collaborateur quand il arrive, c'est super important, et forcément lui donner des outils aussi qui vont lui permettre de travailler. Et forcément, si on a bien fait notre pré-boarding, on a bien averti les bonnes personnes, normalement, j'aurai bien mon outil pour travailler, et forcément, ça devrait mieux se passer. D'accord ? Donc finalement, ce premier jour, ce qui est vraiment important, ça va être l'accueil réel, d'accord ? Bienveillant, me sentir accueilli.
repense à votre petit exercice de tout à l'heure. Si vous fermez les yeux et vous pensez comment étaient les gens autour de vous, s'ils étaient bienveillants, forcément, l'intégration se passe mieux. Si vous avez ce buddy, si vous avez ce parrain, si vous avez ce compagnon qui peut vous aider, là aussi, vous êtes en confiance. Si vous savez ce que vous allez faire dans les jours à venir, vous allez être en confiance. Si vous avez le matériel pour travailler, vous allez être en confiance. Donc, c'est vraiment les 4 points clés pour vous assurer que cette intégration va bien se passer et bien se passer pour le collab, mais aussi pour l'entreprise. Gardez à l'esprit qu'on ne fait pas par charité chrétienne, on le fait aussi parce qu'on a envie que le collaborateur puisse travailler et être efficace le mieux possible. Donc, ce n'est pas juste pour le plaisir, c'est pour que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Et avec un process qui s'adapte en fonction du contexte. Je le reprécise parce que Perrine demande pour le buddy combien de temps c'est censé durer, comment cloisonner le rôle dans le temps. J'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend à nouveau du contexte. Moi, j'ai vu des entreprises où un buddy était nommé et c'était tout le long du parcours. Il y avait un système de parrainage constant. Et puis d'autres entreprises où c'était pendant 1 mois, d'autres 3 mois. Voilà. C'est vraiment dépendant de la culture d'entreprise aussi. Il y a plein d'autres facteurs à prendre en considération finalement. Et puis, le but du jeu aussi, c'est de tisser des liens. Donc, si les personnes s'entendent bien, au final, ça va devenir un buddy naturel. Donc, parfois, il n'y a même pas besoin de se dire, si vous voulez l'écrire, on peut se dire, voilà, c'est pendant ta période d'essai que tu as ton manager et ton buddy, et après, ça s'arrête. Mais le but du jeu, au final, c'est même de créer du lien pour que les personnes aient envie de continuer à bosser ensemble. Et si elles ont envie de continuer à bosser ensemble, elles restent dans l'entreprise. Donc, encore une fois, c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et du coup, on arrive sur cette 3e partie, qui est le pré-boarding, le post-boarding, pardon. Et souvent, celle-ci, on l'oublie. Donc, en général, il y a des obligations légales qui nous font penser à la période d'essai. Mais c'est vraiment important d'essayer de se dire qu'on doit faire des points réguliers aussi entre le manager et le collaborateur. Ce n'est pas 2 jours avant la fin de période d'essai qu'on doit recevoir un mail pour nous dire « Ah, qu'est-ce qu'on fait? On prolonge, on ne prolonge pas, on garde ou pas ?» Non, forcément, il faut que le manager se soit posé la question avant et fait des points avec son collaborateur d'intégration. Déjà, lui demander « Ça va? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il te manque des choses? Est-ce que tu peux travailler correctement ?» Donc, ça peut se faire de façon très informelle, il n'y a pas de problème. Mais il y a certains managers qui ont besoin un petit peu qu'on les drive là-dessus, surtout quand ils ont des grosses équipes. Parfois, ce n'est pas toujours simple. Et ces points, souvent, ils doivent se faire justement avec le buddy, avec le parrain, avec le manager et avec le collaborateur. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette vision. Alors, après la période d'essai, bien évidemment, mais au moins pendant la période d'essai, c'est vraiment très important. Et souvent, on peut faire aussi ce qu'on appelle des entretiens de questionnement, des questionnaires de questionnement, se dire, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que l'intégration, l'onboarding se passe le mieux possible. Ceux qui peuvent le mieux vous répondre, c'est ceux qui sont chez vous et qui ont fait leur intégration. Donc justement, questionnaire de questionnement, c'est se dire comment ça s'est passé ton intégration, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, comment on peut l'optimiser. Tu aurais aimé que ça se passe comment? Est-ce qu'on peut faire comment on corrige le tir? Et c'est justement ces retours sur ce qui s'est passé dans l'intégration qui vont vous permettre de corriger le tir et de construire vraiment concrètement votre processus d'onboarding. Donc, l'ARH est là pour faire en sorte que les collaborateurs soient le mieux possible dans l'entreprise. Et qui peut vous dire comment ça se passe le mieux? C'est les collaborateurs eux-mêmes. Donc, la meilleure source pour vous pour construire votre onboarding, c'est d'aller voir les collaborateurs, leur demander comment ça se passe. Donc, tous les nouveaux qui arrivent, si vous êtes dans cette réflexion de construire ce processus d'onboarding, on avait une petite question, mais j'ai oublié de vous la poser. Et c'était ça, si vous êtes en pleine construction de votre processus d'onboarding, allez voir les derniers qui sont entrés et demandez-leur comment ça s'est passé, comment on aurait pu optimiser, etc. C'est le meilleur moyen d'avoir quelque chose d'efficace pour vous. Et d'ailleurs, même au-delà de l'aspect onboarding, ça a même du sens, même pour la marque employeur, pour relever notamment tout décalage possible entre ce qui a été promis pendant le process de recrutement et ce qui s'est passé vraiment pendant la période d'essai. Ça sert aussi à ça, le rapport d'étonnement, c'est mettre ça en lumière. C'est exactement ça. Donc, mettre en lumière ce qui s'est passé ou pas, ce qui est bien ou pas. Et justement, en effet, comme le dit Anis, c'est pourquoi pas les décalages entre la marque employeur qu'on m'a vendue et ce que j'ai l'impression de retrouver chez moi. Donc, ça vous fait travailler votre onboarding, mais ça vous fait aussi travailler votre marque employeur. Donc, ça, c'est vraiment super important. Et je vais même encore un peu plus loin. On ne l'a pas écrit, mais on travaille de plus en plus aussi sur le off-boarding parce qu'on se rend compte que les collaborateurs nouvelle génération sont mouvants. Ils partent, ils évoluent, ils changent de boîte plus qu'avant. Rester en bon terme avec un collaborateur qui s'en va, c'est capital. Parce que vous avez des chances pour qu'ils se rendent compte que l'herbe est finalement pas si verte
dans le prêt d'à côté et que finalement, ils se disent, le départ s'est bien passé, ils m'ont pas enquiquiné. Au contraire, on s'est posé les questions de savoir pourquoi ça n'avait pas bien marché. Donc, ça veut dire qu'ils prennent en compte mon point de vue, ce qui m'a fait quitter la boîte, justement. Et du coup, si on se met dans cette démarche-là, continuer à le suivre sur LinkedIn, voir comment il évolue, lui envoyer un petit message 1 ou 2 ans après pour savoir si tout va bien, et ça permet justement de continuer à tisser le lien pour se dire que peut-être qu'un jour, il reviendra. D'accord ? Donc, on pense à cette partie onboarding pour l'intégration. Ne pas oublier que le offboarding est important. Et puis sur des aspects purement matériels, le offboarding, pour avoir la petite checklist, me dit qu'il faut que je récupère tout ce qu'il a. Je récupère bien son téléphone, je récupère bien son ordi, je récupère bien tout ce qu'il faut. Je lui ferme bien ses accès quand il s'en va, etc., etc. Donc prévoir une to-do list des tâches avec des choses qu'on doit faire quand un collaborateur s'en va, ça a vraiment du sens aussi. Donc travailler le onboarding et le offboarding en parallèle, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vous parle 30 secondes de Federis. Federis, donc on est une société qui a maintenant un peu plus de 25 ans d'ancienneté sur le sujet. On est une centaine de collaborateurs vraiment spécialisés dans ce qu'on appelle la gestion des talents. Et du coup, la gestion des talents, c'est tous ces aspects-là. Donc la partie gestion des données collaborateurs, le recrutement, le onboarding, tous les types d'entretiens possibles et imaginables, la formation, les compétences, le centre de formation pour les entreprises qui dispensent de la formation, et une partie rémunération qui permet par exemple de faire des propositions d'enveloppe budgétaire à des managers pour qu'ils puissent déterminer un pourcentage d'augmentation et qu'on concatène comme ça directement un petit peu dans des fichiers Excel qui se promènent à droite à gauche. Encore une fois, ça a du sens que tous ces modules se parlent. Donc Federis, on n'a pas pas grossi par acquisition de sociétés externes, tout a été développé par Federis, donc tout se parle. Et encore une fois, cette vision de se dire il faut que j'aille recruter au bon endroit les compétences dont j'ai besoin, que je fasse la formation dont j'ai besoin pour définir les compétences, etc. C'est vraiment aujourd'hui ce qu'on retrouve dans les entreprises, c'est vraiment dans l'air du temps. Et avoir un outil qui vous permet justement de coordonner tout ça et de gagner du temps sur tous ces aspects-là, ça a vraiment du sens. Et je vous l'ai dit, on travaille dans tous les secteurs d'activité sur toute taille d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions sur ce point. Je n'ai pas menti, peut-être 1 minute, mais pas plus, parler de Federis. Il y a plein de questions. Donc, je vous rassure, on va prendre le temps. Il nous reste du temps, c'est bien. Donc, on va pouvoir rebondir un peu sur les quelques questions qui sont restées en suspens. Je me les suis notées au fur et à mesure parce que je sais qu'il y en a qui ont reposé la question. Ils ont dû se dire, mais ils ne vont jamais répondre à ma question. Mais ne vous inquiétez pas, on va revenir dessus. Il y a Robert qui demandait, est-ce qu'on pourrait rappeler le mode de calcul du coût d'un collaborateur qui ne se présente pas ? Combien ça coûte à une entreprise ? Ou même un onboarding raté, je pense qu'on peut même évaluer, il y a un impact financier. Est-ce que ça peut s'évaluer ? Alors oui, il y a des règles. En général, on compte le temps de recrutement, c'est-à-dire la charge RH pour le recrutement sur ce poste-là, puisqu'on a choisi quelqu'un qui ne viendra pas finalement, donc on doit recommencer. Donc le temps qu'on a passé à ça, on le compte. On compte le temps, le salaire qu'on va payer la personne quand elle arrive. Donc, si elle ne vient pas, on ne la paye pas. Mais si elle reste 1, 2 mois, 3 mois et que c'est au bout de 3 mois qu'on se rend compte que ça ne marche pas ou qu'elle s'en va, là aussi, on compte son salaire. Et du coup, on compte aussi le temps qu'on va repasser à recruter la personne. Le temps aussi que l'équipe va perdre en termes de réorganisation, etc. Donc, en général, on a tendance à dire que ça coûte à peu près 3 fois le temps que la personne a passé dans l'entreprise quand un recrutement ne se passe pas bien. Le temps passé ou un peu plus si on passe du processus recrutement, justement, on parle du processus recrutement et que la personne n'est pas venue. Donc, c'est assez dur à calculer, mais en gros, les stats qui sortent, c'est 3 fois le prix qu'on aurait payé à la personne et le temps qu'elle aurait passé dans l'entreprise. Donc, c'est quand même assez important et il y a un vrai enjeu financier derrière. Sur ce coût-là, mais aussi penser au temps qu'on gagne quand on met en place rapidement le processus pour que la personne soit employable rapidement. Donc, c'est assez dur à quantifier, mais ça coûte vraiment de l'argent. Et ouais, c'est un impact financier, c'est indéniable. Et au-delà de l'impact financier, on a vu tout au long de ce webinaire, c'est l'impact aussi de l'image que renvoie l'entreprise aussi. Donc, et par rapport à ça, alors j'essaie de picorer dans les questions qui ont été posées parce qu'il y en a beaucoup. Il y a Billy qui vient de poser une question hyper pertinente. Il demande, ou elle demande, je ne sais pas, comment convaincre le manager de l'importance de l'onboarding ? Parce que ça semble être un sujet
inquiétant à son niveau. Comment faire cerner au manager le bien fondé et l'importance de l'étape onboarding afin d'intégrer dans la politique RH de l'entreprise. Personnellement, j'essaie, mais sans succès. Ok, alors je pense qu'ils ne doivent pas faire leurs entretiens professionnels, ils ne doivent pas faire leurs entretiens annuels, ils ne doivent pas fixer d'objectifs. C'est juste capital. Ne serait-ce que, je suis manager, je cherche des gens pour travailler dans mon équipe. S'ils n'arrivent pas, c'est la catastrophe. Parce que du coup, en fait, mes équipes vont être désorganisées, il me manque des ressources. Moi, en tant que manager, mon objectif, c'est que mon équipe elle soit staffée le mieux possible et qu'elle reste le plus longtemps possible. Si vos managers ne comprennent pas qu'un onboarding va leur permettre justement de faire en sorte que le collaborateur arrive plus vite, mieux, qu'il soit prêt le plus tôt possible, donc qu'il soit efficace le plus tôt possible, que du coup on espère le garder le plus longtemps possible, ils ont des pots de sauce sur les yeux, quoi, hein, parce que ça me semble tellement évident que je ne sais pas comment peuvent fonctionner des managers en se disant ça n'a pas d'intérêt de faire du onboarding. C'est clair, les messages. Il faut les sensibiliser, les former peut-être. Il y a, je pense, des managers pour qui effectivement tout ça c'est du vent, c'est superficiel. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me surprend pas non plus totalement parce que j'ai vu des managers parfois réfractaires à tous ces sujets-là. Et je pense que ce qui peut être intéressant, c'est une forme de sensibilisation à travers de la formation, de la communication aussi, faire comme on a fait aujourd'hui, hein, partager des stats, démontrer l'impact. Il faut faire de la sensibilisation, je pense. Clairement. Et c'est plus général, c'est pas lié au onboarding, hein. Très clairement, les managers doivent être régulièrement sensibilisés et voire même formés aux enjeux RH qu'ils ont en tant que manager. Les entretiens professionnels, il y a un vrai enjeu financier derrière. Le onboarding, il y a un vrai enjeu derrière. La gestion des compétences de leur équipe, il y a un vrai enjeu derrière. Et pour eux, comme pour l'entreprise. Donc, Anaïs, tu as complètement raison. C'est une sensibilisation régulière, une formation même. Un manager devient manager, il y a une formation qu'il doit suivre sur tous ces aspects-là. L'ARH, encore une fois, ne doit plus être un centre de coût, entre guillemets, hein, mais doit bien expliquer. Enfin, c'est dur, hein, parce que c'est pas évident à construire, mais doit avoir une image de quelqu'un qui est là pour aider les managers. Donc, tout ce qu'on met en place au niveau RH, c'est pas pour les enquiquiner, au contraire, c'est pour les aider. Ouais. Et c'est pas facile. Ça, faut le rappeler parfois, ça. C'est capital. Et il faut que vous ayez les outils pour le faire aussi. C'est pas simple. Il faut que ça soit porté au plus haut niveau de l'entreprise. C'est sûr que si le PDG est le premier à pas faire ses entretiens, à dire le onboarding, ça sert à rien, ça marchera pas. Donc, l'ARH doit être appuyée par les plus hauts niveaux de l'entreprise. Et encore une fois, doit avoir cette image d'être au service des managers pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Si on arrive à faire ça, forcément, ils rentreront dans la dynamique. C'est pas facile. Dans les boîtes un peu old school, c'est pas forcément ça qu'on a comme image. Si vous êtes encore un service du personnel, c'est pas comme si vous étiez un service des ressources humaines, voire un gestionnaire de capital humain. Voilà, donc ça passe par des transformations profondes parfois, mais c'est vraiment important de le faire. Et vous voyez, je le mettais dans mes slides comme étant ce qu'il faut retenir. Hein, le RH n'est que le relais de l'intégration. Vous allez l'organiser forcément avec les managers, mais vous ne devez être qu'un relais. Si vous êtes le seul à faire du onboarding, ça ne fonctionnera pas. Okay, c'est les managers qui doivent le porter, c'est la direction qui doit le porter. On est sur de la co-construction. Perrine, c'est ce qu'elle dit. Elle dit j'aime la co-construction et elle disait que ça peut être un levier intéressant pour sensibiliser les managers, mais effectivement, le process peut être co-construit. Donc, c'est pas il peut, c'est il doit. Il doit. Oui, mais tu as raison, c'est vrai, tu as raison de me corriger. Il doit être co-construit d'ailleurs. Deux petites questions pour clôturer peut-être très rapidement. Stéphanie qui demande pour l'onboarding à distance. Est-ce qu'il y a des petits éléments clés comme ça très rapidement, parce qu'on est assez court niveau temps. Je vois que des personnes commencent à nous quitter forcément. J'ai vu passer aussi la question sur le SN. C'est très dur quand les collaborateurs d'une entreprise sont à distance, sont d'une autre entreprise. Et avec le Covid, on l'a vu, hein, l'intégration à distance peut fonctionner. Voilà, il y a des Teams, il y a des plateformes de e-learning, il y a pas mal de choses. Moi, je suis psy, hein, j'aime le contact humain. J'ai tendance à dire que c'est quand même mieux d'avoir ces événements-là. Vos collaborateurs ne sont pas chez vous, et ben, essayez quand même d'avoir des moments où ils viennent une fois par mois, une fois quelque chose. Faites un petit building, faites en sorte qu'ils connaissent votre entreprise, qu'ils connaissent leurs collègues. C'est important.
Ça coûte de l'argent, bien évidemment, parce que quand ils sont chez vous, ils ne sont pas chez le client et ça coûte de l'argent. Mais essayez d'avoir ça de façon un peu régulière. En général, dans les très grosses entreprises où on place des collaborateurs, on le fait quand même, ce genre de choses. Pouvoir avoir des petites journées, justement, où on va apprendre à se découvrir, apprendre à découvrir l'entreprise, ça a vraiment beaucoup de sens. Et du coup, si vous voulez faire ça aussi, pour faire en sorte qu'ils soient aussi informés, intégrés de ce qui se passe, avoir des outils numériques qui permettent de le faire, c'est indispensable. Ouais. Des plateformes qui permettent de communiquer avec vous, c'est indispensable. Si on ne fait qu'une newsletter par mois pour les collaborateurs qui sont dans des entreprises autres, ça ne fonctionnera pas. D'accord. C'est un sujet qu'on a d'ailleurs déjà abordé à l'occasion d'articles. Donc, n'hésitez pas à aller consulter Culture RH. Il y a plein d'articles sur le sujet de l'onboarding en général, mais aussi sur l'onboarding à distance. Ça peut peut-être donner déjà un peu des clés. Il y a pas mal de questions qui sont un peu restées en suspens et on arrive au bout de ce webinaire. C'est un peu frustrant, mais j'espère qu'on aura quand même réussi à balayer pas mal de sujets. Si des doutes restent comme ça, n'hésitez pas à aller voir Culture RH, on a des articles. Vous pouvez rentrer en contact avec Fédéris aussi, si le sujet vous intéresse et que vous êtes curieux de découvrir les outils qu'ils proposent pour la mise en place d'un onboarding. Est-ce que, Mickaël, tu voulais partager un petit mot pour conclure ce webinaire avant qu'on se quitte? Déjà, merci beaucoup de votre présence et surtout de votre interaction. C'est toujours dans l'échange merci à tous. qu'on construit. On le disait, c'est toujours co-construit. L'onboarding doit être co-construit. Donc, n'hésitez pas. Le webinaire aussi. À interroger vos collaborateurs. Encore une fois, la RH de maintenant doit être au service des collaborateurs et la meilleure matière que vous avez pour construire votre petit RH, ce sont vos collaborateurs. Donc, soyez à leur écoute, soyez à l'écoute de vos managers et vous aurez les meilleures pratiques. Ce sera beaucoup plus efficace même que ce que j'ai pu vous dire, ce qu'on a pu vous dire avec Anaïs aujourd'hui. Parfait. Merci à tous. Merci pour votre engagement pendant tout ce webinaire. C'était super agréable de voir vos réactions et c'était un webinaire très riche. Le replay sera accessible comme à chaque fois. On vous le met à disposition. On vous envoie le lien dans la foulée. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve soit sur les réseaux sociaux, sur mon LinkedIn. N'hésitez pas à venir me retrouver. Sur Culture RH aussi, pour qui j'écris régulièrement des articles. Et je vous invite à vous abonner à la newsletter de Culture RH. Et puis, on se retrouve aussi pour un prochain webinaire. Restez à l'affût. On en aura un très bientôt sur le mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à le faire aussi sur le site de Fédéris. Oui, bien sûr. Ça marche. Merci à tous. Passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, Mickaël. Au revoir.